Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour, chargé de vous assurer le module Comptabilité analytique, un module dédié au S3 du cycle licence de la filière Sciences économiques et gestion. Dans une séquence introductive, on avait vu les objectifs de la comptabilité analytique et le rôle joué par cette comptabilité au sein d'une entreprise. Je rappelle que la comptabilité analytique est un instrument d'analyse interne qui poursuit un ensemble d'objectifs au service de la gestion. Et de 1, elle permet de calculer le coût des différents produits et ou services mis en place par l'entreprise. Et de 2, elle permet l'évaluation de certains éléments d'actifs du bilan, notamment les stocks. Et de 3, elle permet l'analyse et la compréhension du résultat global fourni par la comptabilité générale. Et de 4, elle permet de fournir au contrôleur de gestion les informations nécessaires pour son travail, pour qu'il puisse porter un regard critique sur la gestion d'une entreprise. Je rappelle que c'est une comptabilité à caractère facultatif. Mais l'un des principaux objectifs poursuivis par la mise en place d'un système de comptabilité analytique d'une entreprise demeure la détermination du coût des différents produits ou encore services de l'entreprise. Alors, comme une entreprise industrielle, comme par exemple Zara, va chercher à avoir ou à savoir le coût de ces différents articles de confection, une entreprise de service comme la Royal Air Maroc va chercher à savoir le coût de ces différentes lignes. Donc la comptabilité analytique, malgré son caractère facultatif, reste, je dirais, une comptabilité extrêmement importante. Donc l'un des principaux objectifs de la mise en place d'un système de comptabilité analytique au niveau d'une entreprise demeure le calcul des coûts. Un coût est un ensemble de charges. Vous savez pertinemment que pour la mise en place d'un produit, quelle que soit sa nature, on est obligé de supporter un ensemble de charges. Je vais prendre l'exemple d'un sérum, le Traskin. Alors pour la mise en place d'un tel produit, l'entreprise va supporter un ensemble de charges. L'une de ces charges serait les charges inhérentes à la recherche et développement. Lorsqu'une entreprise souhaite mettre en place un nouveau produit ou apporter des éléments nouveaux dans la composition d'un produit, elle a besoin de payer les charges relatives à la recherche et développement. Dans le contexte actuel que nous vivons, vous savez très bien que les laboratoires du monde entier se sont précipités à avoir le vaccin qui va vaincre cette pandémie mondiale. Et cela a nécessité la mobilisation de moyens financiers extrêmement importants pour la découverte de ce vaccin. Alors la même chose pour une entreprise. Lorsqu'une entreprise souhaite mettre en place un nouveau produit, elle doit supporter des charges inhérentes à la recherche et développement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait d'autres charges vont s'ajouter, comme par exemple les charges relatives à l'achat de la matière première, nécessaire à la mise en place du produit. Les charges qui sont inhérentes à la main-d'œuvre, qui est nécessaire pour la transformation de la matière première en produit fini. Les charges qui sont inhérentes à la machine. Les charges qui sont inhérentes au loyer ou encore le local où on va mettre en place notre produit. Les charges qui sont inhérentes à l'emballage. Les charges qui sont inhérentes aux frais de transport. Les charges qui sont inhérentes à la publicité pour faire connaître notre produit ou pour convaincre le client de notre produit. Alors, les charges administratives de manière générale. Alors, l'ensemble de ces charges constitue ce qu'on appelle un coût, c'est-à-dire sigma de charges. Alors, il faut savoir que ces charges peuvent être réparties en 3 grands blocs. Alors, des charges qui sont inhérentes à l'achat, des charges qui sont inhérentes à la phase de production et des charges qui sont inhérentes ou liées à la dernière phase, à savoir la distribution. Alors, l'ensemble de ces charges est inhérent à ce qu'on appelle un cycle d'exploitation. Alors, un cycle d'exploitation, de manière générale, est tout simplement l'ensemble des étapes nécessaires à la mise en place d'un produit, depuis l'achat de la matière première jusqu'à la livraison du produit fini. Alors maintenant, il faut savoir que ces charges ne sont pas toutes supportées au même moment. Je m'explique. Une entreprise ne peut pas commencer la distribution et la commercialisation d'un produit alors qu'elle ne l'a pas encore fabriqué. Donc la distribution est naturellement l'aval de la phase production.
De même, une entreprise ne peut pas fabriquer un produit alors qu'elle n'a pas encore la matière première nécessaire pour la mise en place de ce produit. Donc, naturellement, la phase production se trouve à l'aval de la phase approvisionnement. Alors, cela veut dire tout simplement que le cycle d'exploitation d'une entreprise obéit à une logique, à un enchaînement. Alors, c'est l'objectif de cette séquence dédiée à l'enchaînement des coûts au niveau de la comptabilité analytique. La première phase dans un cycle d'exploitation, elle est réservée à l'achat ou l'approvisionnement des matières premières. Alors, il faut savoir que l'achat est une opération qui génère un ensemble de frais pour l'entreprise. La quote-part la plus importante au niveau de l'opération d'achat est réservée à ce qu'on appelle le prix d'achat. Le prix d'achat est égal à tout simplement la quantité de la matière première achetée multipliée par le prix unitaire. C'est le prix qu'on va payer à notre fournisseur. Le prix d'achat ne constitue pas l'unique charge au niveau de l'opération d'achat, ou plutôt la phase achat. C'est vrai, c'est la partie la plus apparente de l'iceberg, mais il y a d'autres charges qui peuvent s'ajouter à ce prix d'achat, notamment les frais de transport. Alors, il est très rare que le fournisseur accepte de supporter les frais de transport jusqu'à notre entreprise. Donc, les frais de transport sont généralement supportés par notre entreprise. À cela s'ajoute aussi le frais d'emballage. Alors, lorsque l'emballage est pris en charge par l'entreprise, ces frais doivent être intégrés dans les charges relatives à la phase achat. Troisième type de charge que l'on peut supporter à l'occasion de l'achat, c'est les frais de courtage. Alors, il faut savoir que l'opération d'approvisionnement est une opération relativement complexe. L'entreprise doit chercher sur le marché le fournisseur qui lui présente la quantité nécessaire au meilleur prix avec la meilleure qualité possible. C'est ce qu'on appelle le fournisseur le mieux disant. Alors, lorsque l'entreprise ne dispose pas en son sein d'un département achat, généralement, elle va sous-traiter cette opération, c'est-à-dire elle va recourir au service d'un coursier. Alors, le coursier, elle va essayer de trouver sur le marché le fournisseur le mieux disant, moyennant une commission. Cette commission s'appelle les frais de courtage. Alors, cette liste de charges n'est pas exhaustive. Bien entendu, il y a d'autres charges qui peuvent s'y ajouter. Mais les principales charges sont constituées par la liste que vous avez sous les yeux. Alors, il faut savoir que ces charges ne sont pas toutes de la même nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de cette liste, il y a des charges qu'on peut affecter directement à notre produit. C'est ce qu'on appelle les charges directes. Et il y a des charges qu'on ne peut pas affecter directement pour la simple raison qu'ils ne concernent pas uniquement le produit, mais ils concernent plusieurs produits mis en place par l'entreprise. Alors, généralement, le prix d'achat est considéré comme étant une charge directe, parce que le prix d'achat de la matière première, il peut être affecté directement au coût de notre produit. En revanche, lorsque, par exemple, les frais de transport sont supportés par l'entreprise pour transporter la totalité des éléments qu'il a achetés, y compris la matière première et les fournitures, alors les frais de transport sont considérés comme étant une charge indirecte. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de retenir cette définition parce qu'elle est extrêmement importante. Alors, lorsqu'une charge est affectée ou peut être affectée directement à un seul élément parce qu'il ne concerne que cet élément, on va l'appeler une charge directe. En revanche, lorsque la charge concerne plusieurs éléments à l'intérieur de l'entreprise, elle est considérée comme étant une charge indirecte. Alors, la somme de ces charges, que ce soit directe ou indirecte, constitue ce qu'on appelle notre coût d'achat. Un coût d'achat, de façon très simple, est tout simplement la somme des charges occasionnées par l'opération d'achat. Il englobe deux catégories de charges. À la fois le prix d'achat, à la fois les frais occasionnés par l'achat et qu'on appelle aussi les frais accessoires d'achat. Alors, pour mieux illustrer ce qu'on vient de dire, on va faire une petite application. Alors, prenons l'exemple d'une entreprise qui utilise deux matières premières, la matière M1 et la matière M2. Alors, on nous dit que, compte tenu des frais accessoires d'achat, l'entreprise a acheté une certaine quantité de la matière M1 et une certaine quantité de la matière M2. Alors, on nous dit aussi que l'analyse des charges au niveau de la comptabilité analytique pendant cet exercice, qui est égal à 3 mois, ont été égales à 45 000 dirhams.
Alors, on nous demande, compte tenu de ces informations, de calculer le coût d'achat de chacune de ces matières. Alors, on va commencer par la première matière, la matière M1. Alors, pour calculer le coût d'achat, au niveau de la comptabilité analytique, généralement, la présentation des informations se fait sous forme d'un tableau. Alors, il faut mentionner le nom du tableau, le coût d'achat de la matière M1. Alors, au niveau d'un tableau concernant les coûts, alors quelle que soit la nature du coût, il faut qu'on arrive à mentionner les trois types d'informations. À la fois la quantité, à la fois le prix unitaire et à la fois le montant total. Alors bien sûr, la première colonne, elle est réservée à la nature de l'élément. Alors pour calculer le coût d'achat, on sait très bien que le coût d'achat, c'est la somme de deux grands blocs de charges. Des charges directes, c'est le prix d'achat, et des charges indirectes, ce sont les frais accessoires d'achat. Alors c'est ce qu'on va essayer de mettre ici sur notre tableau. Alors nous avons le prix d'achat. Alors je rappelle que le prix d'achat, c'est le prix qu'on va payer à notre fournisseur, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. Alors dans le cas de la matière M1, nous avons acheté 2000 kg. Donc je mettrai 2000 dans la colonne réservée aux quantités. Alors le prix unitaire de cette quantité est égal à 50, alors chose qui nous fait un montant total de 100 000 dirhams. En sus du prix d'achat, on a supporté ce qu'on appelle les frais sur achat. Alors les frais sur achat ou les charges indirectes d'achat, appelez-les comme vous voulez. Alors pour les charges indirectes ou les frais accessoires d'achat, ce sont des charges communes, c'est-à-dire qu'ils sont communes aux deux éléments, M1 et M2. Alors dans l'exercice, on peut lire que les charges communes s'élèvent à 45 000 dirhams. Alors pour les charges directes, on n'a aucun souci pour les affecter parce qu'ils ne concernent que M1. Pour les charges indirectes, ils sont communes à M1 et M2. Donc il nous faut des informations supplémentaires pour pouvoir dispatcher la quote-part qui revient à chacune des matières. Alors les 45 000 dirhams, dans le texte, on peut lire facilement que ces charges, ils se répartissent au prorata du nombre de commandes, c'est-à-dire ils sont relatifs au nombre de commandes. Alors si on fait le total du nombre de commandes qui a été fait pendant la durée de l'exercice, on sait très bien que la matière M1 elle a été commandée 3 fois, alors que la matière M2 elle a été commandée 6 fois. Donc le total des commandes au niveau de l'exercice, il est de 9 commandes. Donc les 45 000 dirhams qu'on a supportés pendant l'exercice correspondent à 9 commandes. Alors maintenant, quelle est la quote-part qui revient uniquement à la matière M1? Alors pour ce faire, on doit faire appel à la règle de 3. Donc je mettrai la quote-part des charges indirectes qui reviennent à M1 correspond à combien de commandes de la matière M1? Alors la matière M1, elle a été commandée 3 fois. Alors ici, s'il vous plaît, pour les charges indirectes, il faut les dispatcher en fonction des informations complémentaires qu'on va vous donner généralement dans l'exercice et qui vont vous aider à effectuer la répartition et l'affectation des charges indirectes. Alors par un simple calcul, on peut facilement trouver que x est égal à 45 000 multiplié par 3 divisé sur 9, chose qui va nous donner des charges indirectes qui s'élèvent à 15 000 dirhams. Donc on va reporter ces charges indirectes au niveau de notre tableau. Je vais aller directement dans la colonne réservée aux charges indirectes et je mettrai 15 000 dirhams. Donc le montant total c'est 115 000 et ici nous avons une quantité de 2000. On peut facilement calculer le coût unitaire. Il est égal à 115 000 divisé sur 2000, ça nous fait 57,5. Alors vous voyez très bien qu'il y a une différence entre le prix d'achat et le coût d'achat. Pour la matière M1, le prix d'achat c'est 50, donc 50 dirhams le kilogramme, et le coût d'achat 57,5. Il est tout à fait normal que le coût d'achat soit supérieur au prix d'achat puisqu'il englobe des charges ou plutôt les frais accessoires à l'achat. Alors on va faire la même chose pour la matière M2.
Là encore une fois, on va calculer le coût d'achat, mais cette fois-ci pour la matière M2. Donc la même présentation, je dois mentionner l'intitulé du tableau, coût d'achat, pour la matière M2. Alors la même composition, une colonne réservée à la nature de l'élément ou la nature de la charge, une colonne réservée à la quantité de l'élément, et puis le prix unitaire et le montant total. Alors, un coût d'achat, il est composé de la même chose, un prix d'achat et les charges indirectes d'achat. Donc, le prix d'achat et les frais sur achat pour la matière M2. Alors, pour le prix d'achat, on peut lire sur le texte que la quantité achetée de la matière M2 est de 3000 unités. Le prix unitaire, il est de 80. Ça nous fait un total de 240 000 dirhams. Alors, pour les frais sur achat, je reviens toujours en fait à la même définition. Une charge indirecte, c'est une charge commune. C'est une charge qui concerne l'ensemble des éléments que nous avons dans l'entreprise. Alors, dans ce cas-là, les 45 000 dirhams correspondent au nombre de commandes totales de la matière M1 et M2, qui est égal à 9 commandes. Alors, on peut faire le même calcul depuis le début, c'est-à-dire grâce à la règle de 3, on peut déterminer la quote-part qui revient, la quote-part des charges indirectes qui revient à la matière M2, comme je peux faire appel à un simple calcul de soustraction pour déterminer la quote-part qui revient à la matière M2. Donc, on sait que total des charges est égal à 45 000 dirhams pour la matière M1 et M2. Je retranche les 15 000 dirhams qui reviennent à la matière M1, et donc le reste, ce sont des charges qui seront affectées à la matière M2. Alors ça nous fait un total de 30 000 dirhams, bien sûr. Alors, je reviens à mon tableau, je mentionne au niveau des frais sur achat, c'est-à-dire les charges indirectes, directement 30 000 dirhams. Alors, on peut calculer facilement le total du coût d'achat, il est égal à 270 000 pour une quantité correspondant à 3000 kg. Et on peut également calculer le coût unitaire d'achat qui est égal à 90. Alors 90, c'est le rapport entre 270 000 et 3000 kg. Là encore une fois, vous voyez très bien que le coût d'achat, il est relativement supérieur au prix d'achat. C'est tout à fait normal, il englobe en sus du prix d'achat, il englobe les frais accessoires d'achat. Alors, juste une petite précision, comme vous le constatez très bien, ici, on nous mentionne sur le texte de l'exercice que l'exercice comptable de cette entreprise, il est de 3 mois. Et là, j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que l'exercice comptable, au niveau de la comptabilité analytique, il est largement différent de l'exercice comptable au niveau de la comptabilité générale. Alors, au niveau de la comptabilité générale, on sait très bien que l'exercice comptable, c'est généralement l'année. Au niveau de la comptabilité analytique, l'exercice comptable, c'est tout sauf l'année. Alors, on peut tenir une comptabilité analytique trimestriellement, on peut tenir une comptabilité analytique mensuellement, comme on peut tenir une comptabilité analytique par quinzaine. Alors, tout dépend de la nature du cycle d'exploitation de l'entreprise. Alors, une fois nous avons déterminé le coût d'achat, on passe à la deuxième phase d'un cycle d'exploitation, à savoir la production. Alors là, encore une fois, il faut savoir que la phase production génère un ensemble de charges. L'une de ces charges est constituée par les matières premières qu'on va utiliser pour la fabrication justement des différents produits. Alors, deuxième type de charges, ce sont les charges qui sont inhérentes à la main-d'œuvre et aussi les charges qui sont inhérentes aux machines nécessaires pour la mise en place des différents produits de l'entreprise. Alors là, encore une fois, il faut savoir que ces charges-là ne sont pas toutes de la même nature. Il y a des charges qu'on peut affecter directement à un seul produit parce qu'ils ne concernent que ce produit-là. On les appelle des charges directes, alors qu'il y a des charges qu'on ne peut pas affecter directement parce qu'ils sont communes à l'ensemble des produits mis en place par l'entreprise. On les appelle les charges indirectes. Et là, tout dépend de la nature de l'organisation de l'entreprise.
En tout cas, la somme de ces deux grands blocs de charges, charge directe de production et charge indirecte de production, constitue ce qu'on appelle le coût de production. Alors, pour mieux illustrer ce qu'on vient de dire, on va prendre l'exemple d'un ouvrier qui travaille sur une machine spécifique, une machine destinée à la fabrication d'un seul type de produit. Alors, les charges occasionnées à la fois par l'ouvrier, à la fois par cette machine, sont considérées comme étant des charges directes, parce qu'on va les affecter directement au coût des produits qui les concernent. En revanche, lorsque l'ouvrier travaille dans des chaînes de production dédiées à la fabrication de plusieurs types de produits, alors à la fois son salaire, à la fois les frais occasionnés par cette machine sont considérés comme étant des charges indirectes. Alors, pour résumer, un coût de production est tout simplement l'ensemble des charges que l'entreprise va supporter à l'occasion de la mise en place de son produit. Il englobe deux grandes catégories de charges, le coût d'achat de la matière première utilisée et les charges, ou plutôt les frais occasionnés par la production. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que lorsqu'on souhaite calculer le coût de production d'un produit, il faut qu'on intègre uniquement le coût d'achat des matières premières utilisées. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'entreprise achète une certaine quantité de matières premières, alors que la quantité qu'elle a consommée réellement durant l'exercice, elle était différente de la quantité qu'elle a achetée. C'est la raison pour laquelle, quand on souhaite calculer le coût de production d'un produit, il faut qu'on intègre uniquement, et je souligne uniquement, le coût d'achat des matières premières consommées durant l'exercice, c'est-à-dire les matières premières utilisées. Alors, cela nous incite à réfléchir sur un élément extrêmement important au niveau d'une entreprise. Alors, vous savez très bien qu'une entreprise de production est une entreprise qui est amenée parfois, à part si l'entreprise travaille en juste à temps, c'est-à-dire sur commande, elle est amenée à constituer ce qu'on appelle un stock de matières premières. Alors, l'existence d'un stock de matières premières permet à l'entreprise de faire face aux aléas de l'approvisionnement, comme par exemple une augmentation soudaine du prix de la matière première ou une pénurie de la matière première ou carrément, je dirais, l'inexistence de cette matière première. Donc, pour faire face à ces différents aléas d'approvisionnement, l'entreprise elle est tenue de mettre en place ce qu'on appelle un stock de matières premières. Alors, de même, il est très rare qu'une entreprise puisse écouler la totalité de ses produits finis. Alors généralement, une certaine quantité de produits fabriqués va être destinée à la distribution et une autre quantité va atterrir dans le stock qu'on appelle le stock de produits finis cette fois-ci. L'existence d'un stock de produits finis va permettre à l'entreprise de faire face à une augmentation soudaine de la demande de ces produits ou carrément des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes d'écoulement. Donc, l'existence d'un stock constitue un élément extrêmement important pour la gestion d'une entreprise. Alors maintenant, il faut savoir que les éléments stockés, que ce soit matières premières, que ce soit produits finis, ils peuvent atterrir dans le stock avec différents prix. Il se peut qu'on achète la matière première durant un exercice comptable avec des prix différents. Il en est de même pour les produits finis. Alors, dans ce cas-là, à quel prix, à quel coût va-t-on évaluer la sortie des stocks? Alors, cela nécessite des méthodes de valorisation et d'évaluation des sorties de stock. Donc, il faut absolument prendre en considération, je dirais, ces différentes méthodes d'évaluation des stocks dans le calcul du coût d'un produit. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir dans un deuxième chapitre. Alors, pour le moment, et pour des raisons de commodité pédagogique, on va considérer une entreprise qui travaille sur commande, c'est-à-dire toute la quantité de matières premières achetées, elle va être consommée, et toute la quantité des produits finis fabriqués, ils vont être vendus. Alors, ceci dit, on va passer à la troisième phase d'un cycle d'exploitation, à savoir la phase de distribution. Alors, il faut savoir que la phase de distribution elle-même est une phase qui génère des charges. Alors, ces charges-là, ils sont inhérents aux frais de transport, aux frais de conditionnement ou encore les frais de publicité. Alors là, encore une fois, ces charges ne sont pas toutes de la même nature. Il y a des charges qu'on peut affecter directement à un produit parce qu'il ne concerne que ce produit-là. On les considère comme étant des charges directes, alors qu'il y a des charges
qui sont communes à plusieurs produits. On les appelle des charges indirectes. Alors pour mieux illustrer ce que je viens de dire, prenons l'exemple d'une entreprise comme par exemple Inouï. Quand on voit un spot publicitaire concernant l'entreprise, alors la charge relative à ce spot publicitaire est comptabilisée comme étant une charge commune, une charge indirecte. En revanche, lorsqu'on voit un spot publicitaire de l'entreprise Inouï commercialisant un seul type de ses produits, alors cette charge-là est considérée par l'entreprise comme étant une charge directe, parce qu'elle va l'affecter directement au coût total de ce produit. Alors ceci dit, on peut résumer un coût de distribution comme étant l'ensemble des charges occasionnées par la phase production. Il englobe deux catégories des charges, les charges directes de la production et des charges indirectes relatives à la production. Alors je tiens à préciser que le coût de distribution est un coût autonome, c'est-à-dire indépendant. Il ne concerne que la phase distribution. Alors que le coût de production, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est un coût qui est composite. Il est composé de deux grands blocs d'éléments, à la fois le coût d'achat, à la fois les charges qui sont relatives à la production. Alors, une fois nous avons calculé le coût de distribution, la dernière étape est de calculer ce qu'on appelle le coût de revient. Alors, un coût de revient, c'est tout simplement la somme des coûts qu'on a supportés depuis le début du cycle d'exploitation jusqu'à la fin de ce cycle d'exploitation. Il est égal au coût de production des produits vendus, auquel on va rajouter le coût de distribution. Alors, je tiens à préciser que dans le coût de production, on n'a intégré que le coût de production des produits vendus et non pas la totalité des produits fabriqués durant l'exercice, pour la simple raison qu'une partie des produits finis, elle peut atterrir dans les stocks plutôt que dans le service commercial. Alors la connaissance du coût de revient n'est pas une fin en soi. Certes, il est très important de savoir le coût de revient de nos produits, mais il va servir surtout à calculer ce qu'on appelle le résultat analytique. Alors, le résultat analytique est égal au rapprochement de deux grands blocs, à savoir le chiffre d'affaires réalisé sur le produit avec le coût de revient de ce produit. Alors, ce résultat, il peut être soit un bénéfice, soit une perte. Tout dépend de la situation de l'entreprise. Alors, vous voyez très bien qu'ici, on parle d'un résultat analytique. Je tiens à souligner que ce résultat, il est différent du résultat global de la comptabilité générale. C'est un résultat pour chaque type de produit fabriqué par l'entreprise. Justement, la somme des résultats analytiques va nous donner ce qu'on appelle le résultat global de la comptabilité générale. Elle va même nous servir à expliquer et à mieux comprendre le résultat global de la comptabilité générale. Je vous remercie pour votre attention.